Cette vidéo est sponsorisée par Fruit. Fruit, c'est une application de rencontre basée sur l'honnêteté. Sur ton profil, tu peux mettre un fruit, ce qui décrit ce que tu as en tête et ce que tu as envie de trouver en face. Et ça va de la cerise, où c'est très délicat, très doux. Je veux trouver la personne de ma vie, tu vois. Ouh, les petits cœurs. Et à l'opposé, il y a la pêche. Le cul. Pastèque, ils m'ont mis pour des câlins récurrents sans pépins. Hashtag sex friends. Et c'est ça qui est bien sur Fruit, c'est qu'il n'y a pas de jugement. Ils sont ouverts à tout. C'est pour tout le monde et au moins c'est clair. Oui, c'est clair. T'ouvres l'appli, c'est marqué. Et ce qui est bien avec Fruit, c'est que ça évite les pertes de temps, les malentendus, les désaccords. Tu mets ton fruit, tu sais sur qui tu tombes, fin. C'est tout à fait classique, il faut swiper, donc un coup c'est oui, un coup c'est non, et après tu papotes et à la fin c'est sangria. Petit jeu de mots. Et alors la grande nouveauté de la rentrée, vous n'êtes pas prêts. Le mode incognito. Il n'y a que les gens que tu likes qui peuvent te voir. Alors du coup, si tu likes tout le monde peut te voir. Si tu as envie d'être tranquille et qu'on ne te voit pas trop, le mode incognito. Tu vois Batman? C'est pareil. Alimentation, chauve-souris. Les chauves-souris peuvent se nourrir de fruits bien mûrs. Ah, bien mûrs. Et là, attention les enfants, voici mon conseil personnel pour dater sur Fruit. Mon conseil, c'est de tout miser sur la tenue. Le téléchargement de l'application est gratuit via le lien en description, en commentaire épinglé et le QR code qui s'affiche. Merci à Fruit, c'est bonne vidéo. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue. J'espère que ça va pour vous. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez envie de vous détendre aujourd'hui. De parler d'un truc joyeux, de vous sortir la tête du boulot, de vous sortir la tête de l'école. Et on va se dire, tiens, ce soir, on va parler des voitures les plus mortelles de l'histoire. On va parler de voitures qui ont été tellement mal faites que c'était super dangereux et qu'il y a des gens qui sont morts brûlés. Bon, de toute façon, ce soir, ça va glisser de fou parce qu'il y avait des voitures qui pouvaient glisser et se retourner. Blague à part, on pourrait croire que les voitures les plus dangereuses de l'histoire, c'est des voitures super rapides, dans laquelle tu vas maxi vite et dans laquelle tu te fais maximal. Mais c'est pas ce genre de voiture dont on va parler. On va pas parler non plus des voitures énormes, genre le Hummer EV, ou comment faire un SUV électrique de 4 tonnes, que si tu te fais percuter par ça dans une Fiat 500, t'es mort. Aujourd'hui, on va parler de deux modèles en particulier, qui ont pour particularité d'avoir, un, posé d'énormes problèmes à leurs constructeurs, mais deux, d'avoir été plus ou moins des cercueils roulants. Et la nuance, c'est qu'elles étaient des cercueils roulants, mais genre consciemment. C'est-à-dire que les constructeurs les ont sortis comme ça, en se disant « Oh, c'est pas grave, au pire les gens quoi, ils vont mourir. » Mais avant de s'intéresser à la première voiture, il faut qu'on revienne en 1960. Alors je vais quand même vous recaler un truc ici, puisque cet épisode est vraiment à prendre avec le contexte de l'époque. Si tu enlèves le contexte de l'époque, tout ce que je vais vous raconter n'a aucun sens. Et nous sommes en 1960 aux États-Unis. Les États-Unis en 1960, c'est la fête. Je vous rappelle qu'en 45, les États-Unis ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Et c'est vraiment des années glorieuses pour eux. De surcroît, même s'ils ont perdu effectivement beaucoup de gens dans la guerre, ils ont aussi été une plateforme économique très importante, ce qui fait que les États-Unis ressortent presque gagnants de la Seconde Guerre mondiale. Gagnants militairement, c'est sûr, mais aussi gagnants économiquement. Aux États-Unis, l'heure est au luxe. C'est l'époque du chrome, c'est l'époque des ailes sur les voitures, des frigos, des télés, de l'électricité, de l'atome, de la conquête spatiale, c'est le feu. Et forcément ça, on le retrouve dans les voitures. Les voitures dans les années 50 deviennent énormes. À cette époque-là, les voitures deviennent déjà un moyen de prouver son statut, de prouver sa richesse, de prouver sa réussite. Et quand tu veux prouver ta richesse et ta réussite, tu achètes une immense Cadillac. Je sais pas si vous étiez au courant, mais les Américains n'ont jamais été vraiment dans la finesse. Mais à cette époque-là, c'est peut-être un peu exagéré quand même. Par exemple, en 1959, le plus petit modèle de Cadillac Eldorado fait 5,61 m. Une Clio 2, c'est 3,81 m d'une voiture dans laquelle tu peux déjà rentrer à 4 avec des bagages. Tout ça pour vous dire que les voitures de l'époque sont pas vraiment à la modération. On est plutôt au plus énorme, au plus gros, au plus gigantesque, au plus puissant, au plus rapide. Et justement, ça pose pas mal de problèmes. Qui dit voiture de quasiment 6 mètres de long, dit énorme V8 à l'avant pour la faire avancer. Je sais que l'essence à l'époque coûte pas vraiment très cher, mais pour reprendre l'exemple de la Cadillac Eldorado, elle était motorisée par un V8 6 litres 4. Et bah ça fait entre 40 et 50 litres au 100. Aujourd'hui, ça serait entre 70 et 90 € les 100 km. Juste d'essence, hein, t'as rien à faire. Tout ça pour vous dire, c'est gros, c'est cher, c'est impossible à garer, ça consomme, c'est pas forcément fiable, ça demande de l'entretien, et ça, bah c'est pas tout le monde qui le veut. Beaucoup de gens veulent des voitures plus raisonnables, et ça, beaucoup de constructeurs l'ont compris. Notamment Volkswagen. Volkswagen à la fin de la guerre est dans le même état que l'Allemagne, c'est-à-dire vraiment pas au top. Et à la fin de la guerre, Volkswagen fabrique la Coccinelle, un tout petit modèle qui a pour unique intérêt d'être économique. Alors c'est relativement moderne quand même, techniquement parlant, j'insiste sur le relativement, j'y reviendrai. Mais en vrai, la Coccinelle
coccinelle, bah elle fait tout. Elle peut transporter 4 personnes, elle a un coffre, elle est fiable, elle consomme rien, elle rend service. Et Volkswagen comprend qu'il y a un vrai coup à jouer aux États-Unis. C'est pour ça que la Volkswagen coccinelle et accessoirement le combi que vous connaissez forcément sont devenus des icônes aux États-Unis. Lorsque les gens ne voulaient pas acheter des chars d'assaut chromés, les gens achetaient des coccinelles. La coccinelle c'est extrêmement bien vendu parce qu'il y avait de la demande, parce que c'était pas cher, parce que c'était pratique et parce que la pub a vraiment eu un rôle important là-dedans. En fait, Volkswagen avait appelé aux États-Unis une agence de com qui s'est révélée être incroyable. Dans toutes les pubs qu'ils ont produites à l'époque, certaines sont vraiment collector. Et aujourd'hui, certaines sont encore étudiées en école de communication. Et autant certaines pubs Volkswagen se sont distinguées pour de bonnes raisons, puisqu'elles étaient bien pensées, positives, malines, drôles, autant certaines se sont illustrées pour des raisons plus négative. C'est un point sur lequel je vais m'arrêter rapidement parce que je trouve que c'est très important. Je précise qu'on parle d'une époque qui est très lointaine, avec un contexte différent, et ce ne sont pas des idées que je porte et que je mets en avant. Mais, je vous lis quand même la pub Volkswagen de l'époque. Tôt ou tard, votre femme va la conduire pour rentrer à la maison. Et voici l'une des meilleures raisons de conduire une Volkswagen. Les femmes sont douces et polies, mais parfois elles percutent des choses. Si votre femme percute quelque chose dans une Volkswagen, ça ne vous fera pas très mal. Les pièces Volkswagen sont faciles à remplacer, et pas chères. Oh, putain, c'est hard, j'avais même pas lu jusqu'au bout, mais c'est compliqué, hein. Vous pourrez remplacer n'importe quelle pièce qu'elle utilisera pour stopper la voiture, y compris les freins. Cette pub a vraiment existé. Et au-delà de l'aspect extrêmement sexiste et abject, on va pas se mentir, l'idée c'est qu'elle traduit que les années 60 sont l'époque des femmes. Les femmes vont enfin avoir le droit de conduire des voitures. Alors au prix de pubs incroyablement insultantes, on va pas se mentir. Et je trouve important de préciser que si les petites voitures ont pris de l'essor dans ces années-là, c'est en partie grâce aux femmes, qui ont commencé à s'exprimer, à gueuler, pour avoir le droit d'avoir leur voiture. Malgré tout, on est quand même dans un contexte de sexisme puant, ce qui fait que les constructeurs et les publicitaires vont quand même orienter leurs arguments vers des voitures plutôt petites. Un peu culotté le concept quand même de dire d'accord, voici une voiture, par contre elle va être petite. C'est extrêmement lourd, c'est très bien qu'on ait évolué, mais à l'époque, il n'y a pas que ça qui pose problème. Certains fabricants de petites voitures, notamment Volkswagen, commencent à tirer leur épingle du jeu. Et ça, les constructeurs américains n'ont pas vraiment envie que ça se passe. Le problème, c'est que les constructeurs américains, ils savent pas vraiment faire des petites voitures. Et en réalité, ils en ont même pas vraiment envie. En fait, pourquoi on se ferait chier à faire des petits modèles à la con, qu'on va vendre quoi 2000 $, alors qu'on pourrait vendre une Cadillac à 10 000 $ et se faire plein de thunes. Mais face à la concurrence, les constructeurs américains sont obligés de réagir. Et l'un des premiers à réagir, c'est Chevrolet. Et Chevrolet à l'époque, on va pas se mentir, l'innovation c'est pas leur truc. Chevrolet, c'est une marque de vieux. Et ça, ils ont vraiment envie que ça change. Ils voient la coccinelle qui marche de fou, qui a une clientèle jeune, féminine, diversifiée, et ils se disent, il y a un coup à jouer. L'idée de base est super. Dans l'exécution, c'est pas... En fait, les ingénieurs de chez Chevrolet vont prendre une coccinelle, essayer d'améliorer, j'insiste là-dessus, sur les trucs qui leur semblent un peu faibles. Ils vont y mettre une sauce américaine par-dessus, et tout ça donnera la Chevrolet Corvair. La coccinelle a un moteur à l'arrière, la Corvair a un moteur à l'arrière. La coccinelle a un 4 cylindres à plat, la Corvair a un 6 cylindres à plat. La coccinelle, elle est toute ronde et avec des formes pas très américaines, la Corvair, elle est ultra américaine. Et la coccinelle, elle est toute petite, elle fait moins de 4 mètres, la Corvair, elle fait largement plus de 4 mètres parce que ça reste une voiture américaine. La coccinelle, elle est vachement pas chère, elle a pas d'option, la Corvair, elle est vachement pas chère et elle a la clim. Sur le papier, aux États-Unis, la Corvair est une super voiture. Et les gens sont d'accord. En fait, Chevrolet en 60 dégaine quasiment le premier. Ce qui fait que les gens qui étaient un peu récalcitrants au fait d'acheter une voiture étrangère, il y a ça aussi à prendre en compte dans le contexte en 60 aux États-Unis, ils sont pas très ouverts d'esprit, eh bien ils trouvent enfin leur compte dans une voiture bien de chez eux, avec une marque qu'ils connaissent bien, une bonne gueule qu'ils connaissent bien, et une voiture qui leur correspond mieux. À part pour un tout petit détail qui est le moteur arrière. Pour que vous compreniez, on va un tout petit peu parler technique, et déjà, il faut pas confondre arrière et centrale arrière. Centrale arrière, c'est que le moteur est effectivement à l'arrière du véhicule, mais avant les roues. Donc il est plutôt au centre de l'habitacle. Comme le sont énormément de sportives, chez Ferrari, Lamborghini ou une Alpine par exemple. Le moteur arrière, il est derrière les roues arrière. On appelle ça aussi en sac à dos. Et on retrouve ça aujourd'hui dans très peu de véhicules. On a retrouvé ça dans les Smart, dans les Twingo, qui sont en fait les mêmes voitures. Donc on a retrouvé ça dans une caisse. On retrouve ça dans la Porsche 911, puisqu'elle tient ce moteur à l'arrière de l'héritage de la coccinelle. Ce qui est bien dans l'automobile, c'est quand tu commences à comprendre certains trucs, tu commences à comprendre que c'est juste un gros cercle. Tout se correspond à un moment ou à un autre. Et en moteur arrière moderne, et bah c'est tout. Et ça n'existe plus pour plusieurs bonnes raisons, mais la principale, c'est que c'est de la merde. J'exagère un peu, puisque le moteur arrière a plusieurs avantages. Déjà, le fait de l'avoir au plus loin du conducteur fait que c'est un peu plus confortable. Et ça, bah c'est vrai. Le moteur, il est plus loin, donc tu l'entends moins. Voilà.
Tu sais, des fois, c'est pas compliqué, hein. C'est aussi plutôt pratique pour la maintenance, puisque tu peux faire une grande ouverture et avoir le moteur directement devant toi, là. Donc ça, c'est cool. À l'époque, c'était plutôt sécuritaire, puisqu'on pouvait mettre une grande zone de déformation devant, donc le coffre, les bagages, quoi. Et ça donnait, en théorie, plus de sécurité aux voitures, puisque les voitures avaient plus tendance à se déformer. En réalité, ça t'évitait de prendre le moteur sur les genoux. Et ça a aussi l'avantage d'être très simple de conception, donc vraiment pas cher. Alors il y a ça aussi, hein, dans les trucs qui reviennent en boucle, en général, le prix, c'est tout le temps lié. Si c'est pas cher, ça a de très grandes chances de se retrouver dans une voiture. Et le moteur arrière, c'est la conception la moins chère. Alors oui, le moteur arrière a plein d'inconvénients. Et le principal inconvénient, c'est que ça donne à la voiture un comportement, disons, délicat. En fait, le problème d'avoir le plus de poids tout à l'arrière de la voiture, c'est comme si vous essayiez de courir avec un sac à dos rempli de plomb. Il y a un moment où tu vas avoir une tendance à courir comme ça. Ce qui, 1, n'est pas très élégant, et 2, va faire en sorte que tu vas sûrement arriver par terre très vite. Et bah, devinez quoi, que les voitures, ça marche pareil. On dirait pas, hein. Alors, quand on est pilote, quand on est averti et quand on fait attention, effectivement, c'est pas très grave. Et de toute façon, à l'époque, ça l'était pas vraiment très grave puisque les voitures n'allaient pas très vite. Une Volkswagen coccinelle, c'est à peu près une trentaine de chevaux. Une coccinelle de l'époque, ça fait 90 à 100 km/h. Et encore bien lancé, hein. Et ce que n'ont pas vraiment pris en compte les ingénieurs de chez Chevrolet, c'est que ce qui marche pour la coccinelle ne va pas forcément marcher pour la Corvair. Et ce qui va poser problème sur la Corvair, c'est que la voiture est beaucoup plus grande, beaucoup plus lourde et beaucoup plus puissante. Une Chevrolet Corvair, notamment dans sa version Monza qui faisait 150 chevaux, ça prend quasiment 200. 200 km/h quand t'as une technologie châssis qui vient d'une coccinelle, c'est pas... En réalité, le moteur arrière, même si c'est pas la conception idéale, c'est pas vraiment un problème. Le tout, c'est de le savoir et de prendre des solutions techniques qui corrigent ça. Par exemple, quand tu vas mettre plus de chevaux dans une voiture pour qu'elle aille plus vite, il peut être malin de mettre des plus gros freins. Je dis ça comme ça, hein, mais comme ça au moins tu vas plus vite, mais tu t'arrêtes plus vite. Quand tu fabriques un bateau, il peut être malin de mettre à bord des bouées. On dit pas qu'elles vont servir, je dis juste que c'est malin. Pour l'instant, ça paraît évident à tout le monde. Et bah chez Chevrolet, pas vraiment, hein. En fait, le gros problème de la Corvair, c'est qu'elle cumule deux soucis. Déjà, le moteur à l'arrière, qui crée beaucoup de poids à un endroit qu'on n'a pas forcément envie d'avoir. Ce qui fait que de base, la voiture est plutôt survireuse. C'est-à-dire que quand tu vas prendre un virage, c'est plutôt l'arrière qui va avoir tendance à partir plutôt que l'avant. En soi, c'est pas dangereux quand tu conduis de façon adaptée et que t'es au courant. Mais quand tu t'appelles Jean-Michel, 78 ans, que tu vas au Super U, qu'il pleut, et que tu prends le rond-point 70 parce que jusque-là c'était toujours passé et que il faut que j'aille moins vite quand il pleut. Oui. Et le deuxième souci, c'est que cette voiture est équipée d'un essieu oscillant. À l'époque, la solution la plus simple pour mettre de la puissance à l'arrière, c'est l'essieu rigide. T'as un tube, tu connectes deux roues et ça tourne comme ça. Fin. L'inconvénient, c'est que comme l'essieu il est rigide, s'il y a une roue qui tombe dans un trou, elle emmène l'autre roue. Ce qui pose très vite un problème en termes de tenue de route. Mais ce qui n'a pas empêché beaucoup de constructeurs d'en mettre encore aujourd'hui. On en rigole parce que c'est extrêmement simple et extrêmement bête l'essieu rigide, tellement c'est une connerie techniquement parlant. Pourtant ça existe encore, hein. Parce que c'est pas cher et simple. Et Chevrolet se pose la question de mettre un essieu rigide, mais Chevrolet, non, ils vont pas mettre un essieu rigide. Ils vont mettre un swing axle. Et c'est globalement la même merde. Sauf qu'au lieu que tout le tube soit rigide, les roues sont connectées à un point fixe et les roues du coup deviennent indépendantes. Alors là, attention messieurs, dames, je suis en train de vous dire que la Chevrolet Corvair a un train arrière qui est plus évolué que certaines concurrentes. Incroyable, Sylvain nous disait à l'instant que c'était une connerie technique son essieu rigide. Et oui, l'essieu oscillant apporte l'avantage d'avoir des roues qui sont indépendantes. Chaque roue est connectée à un point fixe, donc quand une roue tombe dans un trou, elle emmène pas l'autre roue, puisque l'autre roue, elle fait sa vie, elle est indépendante. Et ça sur le papier, c'est super. Le problème, c'est que faire un train arrière indépendant en réfléchissant si peu, c'est un peu beaucoup très con. Surtout quand t'as un moteur juste au-dessus. Le problème, c'est que quand ma roue tombe dans un trou, le pneu ne va pas faire ça, le pneu ne va pas faire ça, mais le pneu il va faire ça. Le pneu va avoir une tendance naturelle à aller à l'intérieur de la voiture. Et là tu te dis oui mais Sylvain, on s'en fout que la roue elle penche à l'intérieur. Alors on s'en fout, sauf que quand il met beaucoup de vitesse, un trou, un mauvais coup de volant et un moteur au-dessus, ça fait un tonneau. Et là, vous commencez peut-être à comprendre où est le souci. Et quand on cumule le moteur arrière qui va favoriser une certaine inertie à l'arrière du véhicule, le swing axle qui va favoriser un déséquilibre du train arrière et sur lequel il faut pas trop insister, plus les caractéristiques de la route où tu peux croiser un trou, un virage serré ou un mauvais conducteur qui arriverait trop vite, et tu te retrouves avec une voiture qui a une espèce de tendance à faire des tonneaux toute seule. La Chevrolet Corvair est une voiture qui se retourne assez facilement.
J'ai essayé de renverser des voitures plein de fois, c'est super compliqué en général. Pas dans la Chevrolet Corvair. La Chevrolet Corvair commence à avoir doucement une petite réputation de voiture qui se retourne. En fait, le truc, c'est que quand tu la donnes à n'importe qui, notamment les mecs qui prenaient la version sport, qui allaient super vite et qui faisaient n'importe quoi en virage, et bah tu te retrouves avec des voitures qui font des tonneaux assez régulièrement. Et je vous rappelle qu'à l'époque, la ceinture de sécurité, l'airbag, les zones de déformation, les barrières sur les bords des routes, y a rien de tout ça. Aujourd'hui, tu fais un tonneau, ça te secoue bien, mais il y a moyen que tu t'en sortes à peu près sans bobo. En 60, un tonneau, t'es mort. Fin. Et ça, un certain Ralph Nader va en entendre parler. Sauf que Ralph Nader, c'est pas n'importe qui, c'est un des meilleurs avocats de son temps. Et Ralph Nader, il en a un peu ras le cul d'avoir des gens qui l'appellent en lui disant que leurs proches se sont retournés en Chevrolet Corvair. Et le plus souvent, qu'ils y sont restés. Ralph Nader va donc commencer à enquêter. Et ça tombe bien, il était en train de faire un livre. Ce qu'il faut savoir à l'époque, c'est que Ralph Nader a très envie de se faire un nom. Il est très bon dans ce qu'il fait, il a beaucoup de succès, beaucoup d'affaires, mais pas vraiment beaucoup de renommée. Et lui, ce qu'il veut, c'est commencer à se faire un petit nom. Et Ralph Nader en a un peu ras le cul de voir les constructeurs américains faire n'importe quoi. Par exemple, les considérations au niveau de la pollution... Aucune. La sécurité des piétons, la sécurité des occupants, le simple fait d'avoir une ceinture de sécurité par exemple, ou une zone de déformation à l'avant de la voiture. Et Ralph Nader était déjà en train de rédiger un livre dans lequel il allait flinguer l'industrie automobile américaine. Et en 60, il entend rapidement parler de la Chevrolet Corvair. Il commence à investiguer sur ces fameuses voitures qui se retournent de partout. Quand même, c'est bizarre. Des voitures qui se retournent, on en entend parler. Mais là, la Chevrolet Corvair, ça revient tout le temps. Et il va tomber sur 2-3 infos assez intéressantes. Ralph va découvrir un truc, disons, un peu dérangeant. Et c'est là où j'en arrive au sujet de cette vidéo, c'est qu'on aurait pu empêcher la Chevrolet Corvair de faire des tonneaux très facilement. Je vous parle même pas de remettre le moteur à l'avant, de changer l'essieu arrière, de mettre des milliards de développement, même pas. Ralph Nader se rend compte que les ingénieurs, quand ils ont créé la Corvair, avaient créé la suspension avec une barre anti-roulis arrière. Une barre anti-roulis, c'est juste une barre en métal qui relie les deux côtés de la voiture. Ça permet de rigidifier la voiture et d'avoir des réactions beaucoup plus saines. Ça évite d'avoir les deux côtés de la voiture qui se baladent. Et la Chevrolet Corvair, elle en aurait bien eu besoin de cette barre anti-roulis. D'ailleurs, ça tombe bien, les ingénieurs l'avaient mise. Et si la voiture avait eu cette barre anti-roulis, la voiture aurait été beaucoup plus sûre. Elle aurait pu se retourner, bien sûr. Ça reste une voiture avec une conception pas optimale. Mais ça aurait été vraiment beaucoup plus sûr. On peut supposer qu'avec cette barre anti-roulis, on aurait réduit les risques de moitié, voire plus. Mais cette barre anti-roulis n'est pas sur la voiture finale. Et à votre avis, pourquoi la barre anti-roulis, qui fait en sorte que la voiture ne se retourne pas, est disparue entre le moment où on l'a conçue et le moment où elle est vendue? Et oui, le prix, évidemment, messieurs, dames, bravo! Évidemment! Toujours le prix! Quand je vous dis qu'en général, on fait des trucs parce que c'est pas cher. Les dirigeants de Chevrolet, quand ils ont reçu la première proposition de voiture, ont retravaillé le projet, un peu fait le tri, enlevé 2-3 trucs, et notamment enlevé cette barre anti-roulis. Alors, c'est assez incroyable à dire, mais à l'époque, la direction pouvait se permettre d'enlever un truc contre l'avis des ingénieurs. Et c'est pour ça que je vous précise encore que tout est question de contexte. Aujourd'hui, c'est impensable qu'un directeur de la marque qui connaît pas grand chose en mécanique se dise tiens, je vais enlever un élément de suspension important de la voiture parce que je trouve que c'est cher. À l'époque, c'était le cas. On estime que cette barre anti-roulis aurait coûté un peu moins de 10 $ par voiture à Chevrolet. 10 $. Pour des raisons d'économie, ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé plein d'autres trucs, mais ils ont enlevé ça. Attends. Il y a des gens à la direction qui connaissent rien en technique, qui ont enlevé un élément important de sécurité des suspensions de la voiture et qui ont rien proposé en solution en face pour compenser. Eh ben si, vous étiez sûrement déjà assis sur votre chaise, donc relevez-vous, rasseyez-vous parce que la prochaine phrase, elle est costaude. Tu peux un peu compenser l'absence de barre anti-roulis en gonflant les pneus de la voiture d'une certaine façon. Voilà. Alors, je commence à rigoler, mais c'est pas une blague. Si tu surgonfles les pneus arrière, genre que tu les mets à 2,5 bars et que tu sous-gonfles les pneus avant, genre tu les mets à 1,2 bar, 1,3 bar, tu as une voiture qui va être naturellement déséquilibrée sur l'avant. Et donc, ça va en partie compenser le travail qu'aurait fait la barre anti-roulis. C'est pour ça qu'on vous rappelle souvent de respecter les préconisations constructeurs de gonflage de pneus, c'est important. Quand tu gonfles la voiture avec des pressions de pneus adaptées, et effectivement, la Chevrolet Corvair devient plutôt sous-vireuse, c'est-à-dire que c'est l'avant qui glisse, et ça limite grandement le risque de mettre la cabane sur le chien. Ça, c'est dans la théorie. Parce que quand Chevrolet a fait les essais et les vidéos de présentation de la voiture, ils ont oublié de préciser que les pilotes dans les voitures étaient des pros. Ils ont oublié de préciser que les pilotes dans les voitures avaient des conditions optimales, sur circuit, qu'ils étaient au courant, qu'ils étaient pilotes, que c'était
pas Michel ou Micheline qui allait au supermarché. Et ils ont fortement sous-estimé un truc, c'est que personne regarde les pressions de pneus. Personne. C'est malheureux, mais c'est vrai. Hein. En fait, quand les gens amenaient leur voiture au garage, la plupart des garagistes, ils gonflaient comme toutes les voitures qu'ils avaient. C'est-à-dire, ils te mettent 2 barres partout et puis on est bon. Ou ils les gonflaient comme des voitures propulsion de l'époque, qui avaient pas du tout la même architecture technique. Et si la voiture devient à peu près ok avec les bonnes pressions de pneus, autant dire que si tu commences à faire n'importe quoi avec, bah... Ralph Nader reçoit plus d'une centaine de plaintes en seulement 1 an. Ça en fait une toutes les 3 jours. Toutes les 3 jours, il y a quelqu'un qui s'est fait mal avec une Chevrolet Corvair qui s'est retournée. Et encore, c'est que dans son cabinet. Ralph Nader accumule les plaintes, constitue son dossier et en 65, il sort un livre, Unsafe at Any Speed. En français, ultra casse-gueule la bagnole. Et dans le livre, il explique exactement ce que je viens de vous expliquer. Que Chevrolet a bâclé la conception, que Chevrolet le savait très bien et que Chevrolet a fait ça uniquement pour gagner quelques dollars par voiture. Et le livre va avoir un succès retentissant. Le livre va se vendre par pelle et Chevrolet va commencer à flipper. Chevrolet va tellement commencer à flipper que Chevrolet va commencer à payer des spots de pub TV pour se défendre du livre, dans lesquels il diffuse des images de la Chevrolet Corvair qui non n'est pas dangereuse. Regardez nos pilotes professionnels faire des tours avec, ils ne se font jamais mal. Et non, la Corvair ne s'est pas retournée. Et non, on vous jure, la Corvair est pas dangereuse. Ce qui, en termes de marketing, a été la pire des réactions. Mais alors, l'idée de merde qu'ils ont eu Chevrolet. Tu sais, il y avait un monde dans lequel les gens s'en foutaient. Où il y avait un monde dans lequel les gens, ils arrêtaient d'acheter la voiture, on n'en parlait plus. Le problème, c'est qu'en en parlant à la télé et dans les journaux, Chevrolet va s'enfoncer. Les gens qui n'étaient pas au courant vont commencer à se dire, attends quoi, il y a un problème avec la Chevrolet Corvair? Du coup, les autres leur disent, oui, il y a un livre qui est sorti. Il paraît que dedans, il y a une dinguerie. Les gens vont donc acheter le livre, se rendent compte que Chevrolet, ils ont fait de la merde, et ça te fait un espèce de siphon de merde qui est incontrôlable. En voulant arrêter le feu, Chevrolet ne fera que mettre de l'essence dessus. Et attendez, c'est que le début. Ça va prendre des proportions encore plus grandes quand Chevrolet va tenter de soudoyer Ralph Nader. Les mecs sont pas malins. En voyant que l'histoire commence à prendre une sérieuse odeur de merde, Chevrolet va faire des offres d'embauche à Ralph Nader. Oui, ils vont lui dire, mec, trop cool ton boulot, on a adoré, on l'a trop pas mal pris, franchement, tout le monde l'a bien pris ici, vous voyez. Tout le monde est super content, on aimerait trop te proposer un taf et ça tombe bien, c'est super bien payé. Il y a juste une condition, c'est que t'arrêtes de vendre le livre. T'inquiète, hein, on t'adore Ralph. Ralph Nader, il est avocat. Est-ce qu'il y a besoin d'expliquer que c'est une idée de merde? Mais le pire, c'est qu'ils ont eu des idées de merde encore plus grosses après. Évidemment, Ralph Nader refuse l'offre. Et il s'en vante en disant, vous voyez, ils ont tellement peur de moi qu'ils m'ont fait une offre pour m'embaucher, les gros nulos. Aïe, 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 aïe. Et à ce moment-là, toute personne sensée se dirait que t'as quand même suffisamment fait de merde, tu fais des excuses publiques, tu retires la voiture de la vente, tu arrêtes. Tu ne vas pas t'enfoncer plus, enfin, tu es déjà au fond du trou. Eh ben si, Chevrolet va décider de menacer Ralph Nader. Ils ont vraiment, c'est quand même un truc de fou furieux, ils l'ont menacé. En fait, après avoir refusé l'offre de Chevrolet, Ralph Nader va commencer à se rendre compte qu'il est suivi. Il y avait toujours des voitures, peut-être de la marque Chevrolet, qui le suivaient tout le temps. Et il a pas arrivé, il y a vraiment des détectives privés embauchés par Chevrolet qui espionnaient le moindre de ses faits et gestes. Chevrolet a mis Ralph Nader sous surveillance 24 heures sur 24 pendant des mois pour essayer de savoir, et je précise qu'on est en 1960, s'il était fidèle à sa femme, s'il n'était pas homosexuel, s'il n'était pas communiste, dans l'unique but d'essayer de détruire sa réputation. Il va contacter le Washington Post, qui vont suivre les gens qui suivent Ralph Nader, et ils auront aucun mal à prouver que c'est Chevrolet, tellement qu'ils vont sortir un article hardcore. Et là, ça y est, enfin, Chevrolet est officiellement tout au fond du trou. Le Washington Post va sortir un article de l'espace sur Chevrolet et sur leur maison mère General Motors, qui va être obligé de s'excuser publiquement envers Ralph Nader. Le mec a mis General Motors, c'est-à-dire le constructeur le plus puissant de son époque, à genoux. Et il obtiendra d'eux 450 000 $ de dédommagement. Pour vous donner une idée, 450 000 $ de l'époque, c'est à peu près 4,7 millions aujourd'hui. C'est beaucoup. Et Ralph Nader sortira vainqueur de cette histoire. Histoire qui pourrait s'arrêter là, à part pour un épilogue en 1972. Vous savez, les petites anecdotes, c'est ma grande passion. C'est ma grande passion. Il s'avère qu'en 72, l'Institut de sécurité routière des États-Unis a lancé une enquête pour savoir si oui ou non cette foutue
Chevrolet Corvair, elle était dangereuse ou pas? Et bah devinez quoi? Bah elle était pas dangereuse. Alors, je viens de vous tenir la jambe pendant 30 minutes pour vous raconter cette histoire, pour au final qu'on dise que la voiture est pas dangereuse. Et c'est vrai, ils ont comparé la Chevrolet Corvair avec beaucoup d'autres voitures concurrentes du même prix et de la même catégorie. Et les statistiques sont formelles, la Chevrolet Corvair est à peine plus dangereuse que la moyenne de ses concurrentes. C'est juste que toutes les voitures de l'époque étaient dangereuses. La Chevrolet Corvair n'était pas particulièrement plus dangereuse qu'une Ford Falcon, ou qu'une Renault Dauphine, ou qu'une Coccinelle, ou qu'une Fiat 500, ou qu'une 2 chevaux. Alors c'est un peu à voir comme le fond de la classe, hein. C'est-à-dire que dans la catégorie des gamins qui ont entre 2 et 5 sur 20, elle a 3, et pas pire que les autres. Après, bah, ça reste le fond de la classe. Il y avait quand même beaucoup plus sûr à l'époque. Et si les concurrentes directes n'étaient pas beaucoup moins dangereuses que la Chevrolet Corvair, c'est parce qu'elles avaient les mêmes solutions techniques. Une Coccinelle va certes moins vite, donc propose moins de risques, mais dans des conditions de merde et mal conduite, c'est tout aussi un cercueil roulant. Une Renault 8 française de l'époque, par exemple, qui utilise les mêmes solutions techniques avec le swing axle et le moteur arrière, et qui a les mêmes niveaux de puissance, est tout aussi dangereuse. Par contre, la Chevrolet Corvair, à côté de la voiture dont on va parler, franchement, c'était juste l'apéritif. La deuxième voiture dont je vais vous parler, c'est la Ford Pinto. Je trouve le nom vraiment nul. Surtout que quelques années avant, ils faisaient la Mustang, tu vois, c'était un peu sympa. On est en 1970, et en 1970, Ford va pas si mal. Ford a traversé dans les années 60 une période pas facile, avec à sa tête un dirigeant qui claquait des milliards pour essayer de battre Ferrari au Mans. Je vous en parlerai un petit peu de ça quand même, voire même un peu plus. C'était une marque avec une image très vieille, mais en 66, tout change avec les succès au Mans et l'arrivée de la Mustang. La Mustang est un carton qui va révolutionner le marché. Juste ça en toute simplicité. 3 fois rien. Et la Mustang se vend par pelle. Et autant Ford a réussi à s'illustrer sur le marché du coupé avec la Mustang, autant sur le marché des petites voitures, bah ça va pas très fort, hein. En fait, ils arrivent pas à percer, ils arrivent pas à s'illustrer face à leurs concurrents, notamment la Corvair, et notamment les Japonais, puisqu'ils commencent à avoir une grosse offensive sur le marché américain. Ford, ils sont un peu à la traîne. Le dirigeant, Lee Iacocca, il faudra vraiment que je vous en parle un jour de ce monsieur, parce qu'il en a beaucoup fait des trucs dans sa vie. Même des conneries. Il tape du poing sur la table et il dit en 70, on sortira la meilleure compacte du marché. Elle sera plus belle que les autres, plus pratique que les autres, moins chère que les autres, et peut-être un peu moins développé que les autres. En fait, Ford a déjà dépensé beaucoup d'argent à gauche à droite et Ford n'a pas vraiment beaucoup de thunes à mettre dans le projet Pinto. Surtout qu'ils veulent absolument faire en sorte que la voiture soit vendue à moins de 2000 $. Je vous rappelle qu'une Corvair coûtait 2500 $ 10 ans plus tôt. Donc 2000 $ en 70, c'est vraiment pas cher. Donc faut faire des économies. Et Ford va faire exactement ce qu'a fait Chevrolet. Mais pas sur la suspension. Ah non, pas sur la suspension. Ils ont vu le livre de Ralph Nader. Ils ont vu ce qu'ils se sont pris Chevrolet. Ça les a bien arrangés d'ailleurs. Mais bon, eux, il y aura pas de problème, il y aura un moteur avant. Tout le monde connaît, tout le monde aime bien, c'est moins dangereux, c'est bon. Rien à signaler au niveau de la suspension. C'est bon les gars, c'est bon. La voiture est parfaitement sûre. La Ford Pinto n'a aucun problème. Allez, pour chipoter, il y a un tout petit problème sur la Ford Pinto. Déjà, ils savaient qu'à la base, il fallait qu'elle soit à moins de 2000 $. Ce qui fait que quand tu pars en tête déjà avec le prix final, donc que t'es obligé d'économiser surtout, c'est pas une super ambiance. Mais ok, certains l'ont très bien fait, la Dacia Logan y est arrivée. Les ingénieurs ont 18 mois pour fabriquer une voiture de A à Z et les ingénieurs n'ont pas d'autre choix que de suivre le dessin imposé par la direction. La direction a validé un dessin de la voiture et ils ont dit aux ingénieurs, faites ça qui roule. Ce qui, entre nous, est une idée de merde. Souvent, les voitures ont des contraintes techniques. Tu compenses en adaptant la voiture. Ça marche dans ce sens-là, t'as une contrainte et t'adaptes la voiture. C'est pas t'as une voiture et t'adaptes la contrainte. Ça marche pas dans ce sens, ça a jamais marché. Bah Ford, ils vont le faire. Et jusque-là, en vrai, tout se passe plutôt bien. La voiture sort en 1970 et connaît un franc succès. Et dès les 2 premières années, il dépasse le 1 million de ventes. La Pinto se vend bien. La Pinto plaît. Jusqu'en 72, un procès va attirer l'attention de certaines personnes. L'histoire est la suivante. Un couple et leur enfant sont dans une Ford Pinto et ils arrivent sur un bouchon. Jusque-là, un mardi comme un autre. Le conducteur, monsieur Grimshaw, cale et n'arrive pas à redémarrer immédiatement. Sauf que manque de bol. Il y a une voiture qui arrive derrière et qui les percute à environ 30 miles par heure, soit 50 km/h. C'est violent, mais pas de quoi mourir. À un détail près. Leur Ford Pinto explose. Le conducteur arrive à attraper son gamin qui était sur la banquette arrière, sort, mais malheureusement sa femme qui était sonnée n'arrivera pas à sortir de la voiture et mourra de ses blessures. Le conducteur attaque Ford en justice et espère bien obtenir réparation. Mais Ford traîne des pieds, genre vraiment beaucoup. Comme s'il y avait un truc à cacher, à tout hasard. Il y a un deuxième gros cas qui va attirer l'attention, mais Ford arrivera à obtenir un non-lieu. Donc dans les faits, ça avance pas beaucoup. Mais ce qui est quand même bizarre, c'est que c'est pas la première fois qu'on entend qu'une Ford Pinto explose. On commence à entendre à travers
travers tout le pays le fait que les Ford Pinto prennent feu. En fait, en cas de choc arrière, principalement la nuit, il est possible que les Ford Pinto explosent. Et ça va attirer l'attention de certains journalistes. Plusieurs journalistes vont commencer à enquêter sur cette fameuse rumeur de voiture qui explose. Ils vont commencer à farfouiller et en vérité, ils vont rien trouver. La voiture semble pas maudite ou particulièrement mal construite et elle correspond à toutes les voitures de son époque. Donc en soi, l'enquête traîne. Et en attendant, plein de gens continuent à mourir brûlés ou explosés dans leur voiture. L'enquête va avancer doucement et va prendre fin en 1977, soit 7 ans après la sortie de la voiture. Puisque les journalistes ont trouvé ce que Ford ne voulait pas qu'on voit. En fait, un journaliste qui s'appelait Mark Dewey a enfin obtenu en 77 la preuve qu'il attendait. La preuve pour faire exploser tout son dossier qui prépare depuis plus de 5 ans. Et cette preuve, c'est Ford eux-mêmes qui vont la donner. Et ils vont tellement bien la donner qu'ils vont en faire un très beau document. Tout à l'heure, vous étiez tombé de votre chaise, donc vous êtes relevé, vous êtes rassis sur la chaise, vous êtes retombé. Là, asseyez-vous par terre, de toute façon, vous allez tomber de votre chaise. La sécurité routière aux États-Unis, qui possède toutes les statistiques, a commencé à voir qu'il y avait un problème avec cette Pinto. Et notamment les différents procès qu'ils ont sortis. Les autorités ont demandé à Ford de s'expliquer sur ce cas. Et si l'administration demande à Ford de s'expliquer, c'est qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose. En fait, la Ford Pinto, elle avait un petit problème. Alors, je vous en ai pas parlé tout à l'heure pour faire monter un peu le suspense. Je suis un peu cachotier, mais Ford, ils ont merdé grave. Tout à l'heure, je vous ai dit que la voiture a été dessinée, puis conçue autour du dessin. Ce qui a posé un problème lorsque Ford a dû intégrer dans la voiture le réservoir d'essence. Le dessin de la voiture ne prévoit pas d'emplacement pour mettre de réservoir d'essence. Et à l'époque, un truc qui se faisait quand on n'avait pas le temps ou la flemme, c'était de mettre le réservoir d'essence derrière le pare-choc arrière. Ford a intégré le réservoir entre le pare-choc arrière, qui est une pièce qui se déforme beaucoup, et les roues arrière, qui est une pièce qui se déforme absolument pas. Ce qui fait qu'au final, le réservoir a une petite tendance à faire. Et quand je vous disais que ça arrivait souvent la nuit, c'est qu'en général, la nuit, les voitures ont leur phare allumé. Si vous percutez une Pinto à l'arrière la nuit, vous explosez le réservoir, qui explose en morceaux, et avec l'étincelle que crée l'électricité des phares, vous obtenez une explosion, tout simplement. Le fait d'avoir placé le réservoir ici faisait qu'en cas de choc, il allait s'empaler sur l'essieu arrière, se perçait, et comme disait Johnny, il suffira d'une étincelle. Alors, là je blague, mais dans les faits, on parle d'une centaine de personnes mortes brûlées dans leur Pinto. Ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est que Ford, comme Chevrolet, aurait pu éviter le problème. Ford connaissait la solution, puisqu'il suffisait d'intercaler une protection en caoutchouc pour amortir le choc en cas d'impact à l'arrière, et Ford ne l'a délibérément pas fait pour économiser, je cite, 5 $ par voiture. 5 $ de l'époque, c'est 25 d'aujourd'hui, ce qui est toujours impardonnable. Sauf qu'en 76, les autorités captent la douille et demandent à Ford de s'expliquer. Comment ça se fait que les voitures sont sorties comme ça d'usine, et comment ça se fait que les voitures n'aient pas été rappelées? On est en 76, la voiture est sortie en 70. Ça fait 6 ans qu'on connaît la faille, ça fait 6 ans que des gens meurent dans la voiture, et Ford n'a rien fait. Et à ça, Ford répondra en 76 avec un document de 8 pages qu'on appellera le Pinto Memo. Ils expliquent qu'ils connaissaient la faille et que les lois sont tellement mal faites qu'ils n'ont aucun intérêt à réagir. Ils expliquent que faute de législation qui les contraignent vraiment, ou faute d'une législation adaptée lors de la création des voitures, ils préfèrent encore payer les frais de procès des gens qui brûleront dans leur caisse. Et je l'ai dit ultra crûment parce que c'est ultra cru. C'est vraiment marqué ça dans le document. Le document qui a été envoyé aux autorités est en fait un document qui fait le calcul entre l'option 1, rappeler les voitures pour les corriger et faire en sorte que les gens soient plus sûrs dedans, et l'option 2, ne rien faire et payer les frais liés au procès des gens qui mourront dans les voitures. Ce document a existé, c'est pas une blague. Et Ford, dans ce document, fait un doigt d'honneur aux autorités en leur disant: tant que vous mettrez pas des lois plus malines, mieux faites, on bougera pas. Et les autorités répondront à Ford: rien. Tout est lunaire, tout est nappé, tu vois. Et si les autorités ne feront rien, Mark Dewey, le journaliste, lui, va faire un truc, puisqu'il attendait que ça. Il attendait que d'avoir la preuve pour les foutre dans la merde. Et ce document, c'est la pépite de chocolat qu'il attendait. Même s'il était privé, ce document, Mark Dewey va arriver à le trouver. Il sortira l'article Pinto Madness, et d'ailleurs, pour votre anecdote, il recevra le prix Pulitzer pour cette enquête, qui est la plus haute distinction dans le journalisme, ce qui est un peu stylé. Ça veut dire que c'est une belle enquête. Il va dévoiler le Pinto Memo, et le journaliste va te sortir un article de l'espace où il balance tout. Le fait que Ford faisait traîner les procès en sachant pertinemment, le fait que Ford a des écrits où ils admettent d'avoir volontairement enlevé cette pièce pour faire des économies, et le fameux Pinto Memo qui va te faire un espèce de cocktail à la merde, un peu saupoudré par le journaliste.
Alors, on est aussi là pour garder un peu d'objectivité, alors je vous le dis, il est possible que l'article exagère un poil. Par exemple, l'article passe un long moment à s'indigner du fait que Ford ait estimé les vies humaines à 200 000 $. Alors oui, mais ce chiffre a été donné par les autorités américaines elles-mêmes. Tout de suite, ça désamorce vite le sujet. Le journaliste estime aussi dans cet article que le nombre de morts liés à ce défaut serait estimé entre 500 et 900 morts. Il y en a 27 qui ont été prouvés. C'est 27 de trop, c'est pas 900. Ford se retrouve dans une merde noire et cet article, tout le monde en parle. À la télé, dans les journaux, les gens n'ont que ça à la bouche. Et Ford se chie dessus. Mais c'est pas les seuls à chier dessus, puisque l'autorité de régulation de la sécurité routière américaine se chie dessus aussi. Ils étaient au courant, ils ont averti Ford, et quand Ford leur a mis un gros doigt, ils ont rien dit. Et eux aussi se retrouvent dans la merde. En vrai, c'est de la complicité à ce niveau-là. Alors ils vont organiser un test dans les pires conditions possibles. Une voiture lourde qui va percuter une Ford Pinto à l'arrêt, à très haute vitesse, avec les phares allumés, et on voit si ça prend feu. Ça a pris feu. Les autorités américaines vont utiliser ce test pour contraindre Ford à faire un rappel sur sa voiture. Rappel qui concernait toutes les voitures produites entre 70 et 76, puisqu'à partir de 76, ils avaient un peu corrigé le problème en fait. Ah oui, ça c'est un autre point. En fait, ils avaient un peu changé la place du réservoir. Rajoutez à ça que dans le même laps de temps, une famille de 3 personnes perd la vie dans une Pinto à cause de ce problème. Décidément, c'est vraiment pas de chance. Mauvais timing pour Ford qui est obligé d'abdiquer. Ford va rappeler à ses frais, sans condition, toutes les Pinto fabriquées entre 70 et 76. Au total, c'est quasiment 2 millions de voitures qui seront rappelées, ce qui en a fait à l'époque le plus gros rappel de l'histoire automobile, qui, spoiler, a coûté une fortune à Ford. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de la voiture qui explose toute seule. Mais j'ai un petit épilogue pour vous. Alors vous choisissez, j'ai du positif et du moins positif. Le positif, c'est qu'après cette affaire, le positionnement du réservoir entre les roues et le pare-choc arrière a été interdit. Aujourd'hui, il n'existe plus de voiture qui a le réservoir placé à cet endroit-là. Pour des raisons de sécurité évidentes, il aura fallu attendre qu'il y ait énormément de gens qui meurent dedans. Mais bref. Mais le moins positif, c'est que dans tous les procès où Ford a été impliqué pour ce défaut de conception, Ford s'en est systématiquement très bien sorti. Par exemple, l'histoire dont je viens de vous parler où 3 personnes sont mortes pile en même temps que la révélation de l'affaire. Ford a été condamné à 80 000 $ de dédommagement. Il y a un seul cas où ça leur a coûté un peu cher, c'est le procès de 72 qui a mis quasiment 10 ans à se boucler. Vous savez, la dame qui est morte en passagère, son mari a obtenu 3,5 millions de $. Ce sera l'amende la plus chère que Ford paiera dans toute cette histoire. Qui certes à l'époque était une amende record, puisqu'en général on était plutôt autour d'1 million quand c'était vraiment la merde. Donc d'un côté, c'est bien, de l'autre, je trouve que c'est pas cher payé. Et je vais clôturer cet épisode sur une note que vous prendrez comme vous voulez. L'autorité de régulation a fait exactement comme la Corvair, et quelques années après, a fait une enquête pour savoir si la voiture était réellement aussi dangereuse qu'on le disait. Et elle a comparé toutes les statistiques des Ford Pinto avec les autres voitures concurrentes de la même catégorie, exactement comme la Corvair. Et il s'avérera que la Ford Pinto était finalement moins dangereuse que ses concurrentes. Et c'est pas une blague. Si la Ford Pinto était très dangereuse dans ce cas précis de choc à l'arrière et très spectaculaire avec des gens qui explosent ou qui brûlent, le reste de la voiture était en fait plutôt sécuritaire. Et là où les autres voitures, par exemple, certes, n'explosaient pas quand tu les percutais à l'arrière, elles étaient en contrepartie beaucoup moins sûres quand on tapait à l'avant. Ce que la Pinto, elle, arrivait très bien à faire. Ce qui fait qu'en moyenne, la Pinto, dans sa catégorie, était classée dans les voitures plutôt sûres. Je vous ai prévenu, vous étiez tombé par terre, vous restez par terre. Hein. Et c'est comme ça que se termine cet épisode des 2 voitures les plus dangereuses de l'histoire, qui au final n'étaient pas si dangereuses, mais qui ont quand même le point commun d'avoir un peu abusé. Hein. Je suis désolé si ça vous a flagué le moral, mais j'espère que vous avez passé un bon moment quand même. Pensez à vous abonner, pensez aux pouces, pensez aux commentaires, et puis on se retrouve jeudi prochain pour une nouvelle vidéo. Gros bisous! Alors là, vous allez vous marrer, hein. Oh, l'humour. Ah bah, de toute façon, j'ai fait ma carrière là-dessus, hein. Oh, l'humour, c'est ce qui me représente. À défaut d'avoir l'intelligence.